on a commencé l'aventure, on avait 3 000 €, donc c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on fait plusieurs millions de chiffres, évidemment. Quand on a commencé, on n'avait pas d'argent, mais on avait des idées. Vous avez projeté sur la Tour Eiffel? Exactement. Là encore, nous... Sans autorisation? Non, sans autorisation. Et je veux lancer un produit avec ça. Voilà. Un non-sujet, mais c'est fou. Moi, aujourd'hui, j'ai une taille de boîte où j'ai pas besoin de personnes qui sont moyens partout. Je veux des gens qui soient excellents dans un domaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Louis Marty. Il a créé Merci Andy. C'est un légende business. C'est un entrepreneur qui a créé, vous savez, des petits gels hydroalcooliques qui sentent bon avec, vous avez peut-être déjà vu l'arc-en-ciel, la licorne, etc. Ils ont fait des petits gels hydroalcooliques très colorés. Si vous découvrez l'émission aujourd'hui, il fait partie de Blast, le club Blast Club qui permet d'investir avec d'autres entrepreneurs, de parier sur des sociétés qui vont se lancer, de parier à partir de 1 000 €. On avait déjà reçu Anthony Bourbon qui a créé ce club-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous raconter son parcours, Louis. En tout cas, merci de vous abonner. Si vous avez 2 secondes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sur Légende. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur vous abonner. N'hésitez pas à commenter, ça nous aide aussi sur l'algorithme. Mettez la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie de vidéo. On vous met 3 émissions par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et en podcast audio aussi, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon. On vous met le son, on vous met comme ça, vous pouvez nous écouter quand vous êtes dans les transports. Si vous êtes au boulot ou au sport, vous pouvez nous écouter en plus. En tout cas, merci d'être là. Et c'est parti avec Louis qui a créé Merci Andy, les gels hydroalcooliques qui sentent bon sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Louis. Sur Legend, je suis très content. Je vais vous raconter mon histoire de Merci Andy, mais aussi mes investissements avec Blast. Voilà, bienvenue Louis. Tu as créé Merci Andy. Alors Merci Andy, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est du gel hydroalcoolique qui sont hyper bons. Exactement. Qui étaient tout petits, les petits formats. Moi, je me rappelle dans les sacs à main, toutes les filles avaient ça, tous les mecs aussi d'ailleurs. Ça permet d'avoir un... C'est toi qui as créé ça en 2014. Ouais, premier job. Première aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est plein d'autres choses, Merci Andy, mais c'est vraiment mon premier job. J'ai toujours eu envie de lancer une boîte. J'étais passionné par les marques. Tu vois, aux États-Unis, j'adorais Ben & Jerry, les glaces, j'adorais Innocent, les smoothies au UK. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer et de mettre de la joie dans un produit où il n'y en avait pas. Et t'as mis, on va voir, des arcs-en-ciel, des petites licornes. Vous avez essayé de faire du marketing un peu joyeux, quoi, parce que le gel hydroalcoolique, c'est un peu chiant. Ouais, c'était un produit, soit ça séchait les mains, soit ça sentait la vodka, et soit c'était moche. Et on s'est dit, on va tout changer. On a mis des parfums, on a mis des paillettes, on a mis une formule clean, naturelle, vegan, et on l'a emmené dans un territoire où il n'existait pas. Donc évidemment dans des magasins de beauté, lifestyle. Notre premier magasin, c'était Colette. Tu te souviens de Colette? C'était un magasin un peu à la mode à Paris. C'était le magasin un peu stylé. Exactement. Il n'existe plus, non? Non, il n'existe plus. Et en fait, au lieu d'aller en pharmacie classique, on s'est dit on va le rendre cool, on va le rendre ultra sexy, et surtout on va créer une marque. Et c'est aujourd'hui Merci Andy, c'est une marque, c'est une communauté, c'est 2 millions de personnes qui nous suivent, donc c'est vraiment ce qu'on a construit. On aime bien faire des légendes business, montrer certains d'entre vous qui ont des idées de business comme ça, qui vont exploser. Parfois, ça part d'une idée de départ qui existe déjà. Le gel hydroalcoolique, ça existait, mais comment tu l'as rendu un peu sexy? Et justement, en fait, je regardais dans le sac à main de mes copines, et je me suis dit, c'est marrant, elles mettent de l'argent dans des rouges à lèvres, du parfum, du vernis, mais elles avaient toutes un gel pour les mains. Alors, on oublie le Covid, on en parlera après. Oui, c'était avant le Covid. C'était 2014, donc c'était 6 ans avant le... Ouais, alors, j'ai une mère qui a été très hygiéniste, tu vois, chambre rangée toutes les semaines. Psychorigide. Psychorigide, ouais, psychorigide. Tu vois, les couverts bien mis sur la table. Donc, je pense que j'ai quand même un historique familial qui est très ordonné. Une éducation très... Exactement. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, tiens, ce produit-là, dans le sac à main, il est moche, vraiment, ça sent l'alcool très très fort. Et en fait, c'était assez facile d'un point de vue formulatoire de rajouter des parfums, des actifs, des ingrédients à l'intérieur pour vraiment que l'expérience de se laver les mains quand on n'a pas accès à l'eau, elle soit différente. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un produit ordinaire, qu'on a rendu extraordinaire, et c'est ce qu'on aime dire. Là, maintenant, tu es dans Blast. Alors, Blast, c'est Anthony Bourbon qui avait créé... C'est Blast Club, exactement. Et vous pouvez tous investir à partir de 1 000 € dans des projets, comme par exemple La Belle Vie, ceux qui livrent de la nourriture. Nous, par exemple, l'eau que tu as dans ta tasse aujourd'hui. Oui. La Belle Vie. Il y a plein de projets sur lesquels vous pouvez investir. Et donc, ça vous chauffe. Il y a des entrepreneurs comme Louis qui vont... Parce que parfois, on n'a pas accès à des dossiers, à d'autres entrepreneurs qui ont besoin de lever des fonds ou quoi. Et en fait, c'est l'intérêt de Blast. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont proposer et tu en fais partie. Parfois, tu ramènes aussi des dossiers. Exactement. En fait, l'histoire avec Anto, on avait le même investisseur sur Feed. On s'est rencontrés, on a tout de suite
on sentait qu'il y avait des synergies entre nous. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le marketing, j'adore les marques, les communautés, et je trouve, voilà, il a commencé à créer Blaze, j'ai suivi, et j'ai trouvé ça passionnant que des gens partout en France ont accès à des investissements et surtout aux meilleures startups. Donc c'est un club privé, il y a des milliers de membres, et il m'a dit, écoute, je veux que tu viennes avec nous, tu nous aides à trouver des dossiers, donc où investir, parce que moi, à côté de Merci Andy, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai commencé à investir d'abord dans des boîtes de copains, puis ensuite dans des boîtes un peu plus grosses, et petit à petit, Anthony m'a donné un rôle de conseiller et d'aider certaines des marques de Blast sur le volet marketing, justement. Il y a Kumo qui fait de la restauration japonaise hyper stylée. Il y a évidemment La Belle Vie. Et récemment, il y a un super club de sport qui s'appelle The Sanctuary Group, qu'on a amené sur la plateforme et qui a fait un carton. Et donc, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir et vous inscrire sur Blast. Vous pouvez les proposer. De temps en temps, ils font des ouvertures pour des nouveaux membres. Et donc, ça se passe dans la description sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, vous aurez le lien. Pareil, dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous pouvez investir déjà 1 000 € pour essayer, pour voir si ça vous convient. Et puis après, vous allez gagner de l'argent, voir si ça fonctionne. Et puis vous réessayez petit à petit. De toute façon, il ne faut pas tout mettre. C'est ce que disait Anthony. Il ne faut pas y aller trop fort. Il faut y aller petit à petit. Et c'est des aventures humaines incroyables. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le projet Blast. C'est que c'est pas une plateforme où on met des sous et on croise les doigts en espérant que ça marche. On parle aux fondateurs, on échange avec tous les membres, on se questionne, on se challenge, et en fait, il y a une espèce d'émulsion, et c'est ça la puissance de Blast, c'est que c'est vraiment, on allume la mèche pour que les projets qui passent par Blast explosent ensuite avec la force de la communauté. Alors toi, tu as créé ta marque, vous avez vendu à l'époque, donc en 2015, on va revenir sur étape par étape et chronologiquement sur ton histoire, mais en 2015, vous êtes distribué par Sephora à l'époque dans 15 pays européens. Vous avez vendu 1 million de flacons en 10 mois. Donc ça commence quand même assez fort. Après, vous avez vendu 60 millions de produits. Donc ça a vraiment grossi. Plus de 20 000 commandes en ligne par mois à chaque fois. Ça a grossi. En 2016, vous levez 3 millions d'euros. Vos ventes explosent au moment du Covid avec une augmentation de 817%. Ça, pour toi, ça a dû te rendre très très solide. Ouais, ça a été. Il y a eu plein d'étapes dans tout ce que tu racontes, mais il y a eu plusieurs étapes dans la vie de Merci Andy. Il y a eu effectivement on était 2 associés, 2 potes, jean troué, casquette à l'envers, aucune crédibilité dans le secteur de la cosmétique, vraiment zéro. Moi, j'ai des parents divorcés, une mère ingénieure, un père médecin, donc vraiment je ne connaissais pas. J'ai tout appris sur le tas. Donc, quand tu vas voir les gens chez Nocibé, Marionneau, Sephora, qui sont des experts de la beauté, t'as pas forcément beaucoup de crédibilité. Par contre, on avait une communauté, des réseaux sociaux, un produit. Les gens nous achetaient, nous réachetaient, on leur montrait tout ça. Donc, en fait, ça nous a vraiment aidé à pénétrer la distribution. Ah, t'as eu du bon marketing aussi. J'ai eu du bon marketing. T'étais bon là-dedans. Ouais, je pense que le produit, c'est hyper important. Ça permet vraiment que les gens réachètent ton produit. Par contre, le marketing, pour que vraiment ils l'achètent la première fois, c'est ça qui va compter. C'est vraiment l'image que dégage pourquoi les gens se mettent du Merci Andy. Et aujourd'hui, nous, tu mets du Merci Andy pour entrer dans notre monde ultra coloré, ce monde qu'on aime bien dire un peu de parallèle. Tu vois. Alors, petite question, rien à voir. Enfin, si, c'est sur le sujet du gel hydroalcoolique. Tu as fait des gels hydroalcooliques qui sentent bon. Pourquoi certains gels vraiment sentent un peu la vieille gnôle? Il y en a vraiment une odeur en particulier, tu vois laquelle? Tu en mets et c'est un peu visqueux, déjà ça reste sur les doigts. Non, je pense que c'était un produit qui était très médicalisé, enfin qui a été utilisé dans un secteur médical, et la base, il faut qu'il soit efficace, donc ça c'est le premier sujet, et l'alcool, ça se couvre très facilement comme odeur. Je pense que tu vois, il y a des marques qui veulent garder ce positionnement très médical en mode il faut que ça sente très fort l'alcool et que ça soit un peu visqueux pour que ça soit efficace. Nous, notre pari, ça a été de dire tiens, on va rajouter du fun, on va rajouter de la couleur et on va rajouter des parfums pour que l'expérience, elle soit évidemment de se laver les mains, mais aussi que ça t'hydrate et que ça sente bon. Et t'en remettre un peu à plein de moments dans la journée. T'en as fait envoyer dans l'espace. Ouais. Il y a des sociétés qui proposent de faire ça. Je sais qu'il y en a qui ont envoyé des frites, des machins, des burgers et ça. T'as fait ça comment, toi? Écoute, nous, on a commencé l'aventure, on avait 3 000 €, donc c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on fait plusieurs millions de chiffres, évidemment. Mais quand on a commencé, on n'avait pas d'argent, mais on avait des idées. Tu as 34 ans. Ouais, j'ai 34 ans. J'ai commencé il y a quasiment 10 ans maintenant. Donc, on n'est plus tout jeune. Et l'idée, j'avais vu un mec sur Twitter à l'époque qui balançait des objets dans l'espace. C'était un Anglais, il avait 14 ou 15 ans. Avec des ballons d'hélium, avec des ballons d'hélium. Et le gars m'a pris 300 pounds. Donc, quand je vous dis que c'était une des opérations marketing qui nous a coûté le moins cher et qui a eu vraiment
qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement incroyable, parce qu'on a fait des millions de vues. Donc on l'a contacté, on lui a envoyé un produit, il a collé une GoPro et ensuite un tracker. Et donc le ballon est monté à, je crois que c'était 40 km dans l'atmosphère. Et ensuite, avec son camion, il suit le tracker. Alors, on a perdu quelques images parce que c'est tombé dans l'eau, en fait, dans un lac. Et la GoPro a perdu un peu d'images, mais c'était une OP incroyable. Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, on continue à faire ça, même si on a plus de moyens. Et sur la partie Blast, on cherche des entrepreneurs qui vont oser, qui vont être créatifs et qui vont prendre ces risques au démarrage, plus que juste de dépenser de l'argent sans regarder le retour. Quand il n'y a pas d'excuses, quoi. En fait, Exactement. on peut faire. On peut faire. Aujourd'hui, encore plus avec l'IA, encore plus avec tous les outils, on peut faire des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'avant. On va ramener des objets après. Sébastien va arriver dans quelques minutes, qui a écrit les émissions et qui en anime aussi ici, sur l'hygiène dans le monde, avec des objets qui correspondent à l'hygiène dans le monde. Tu vas devoir deviner comment ça s'utilise, à quoi ça sert, de quel pays c'est. Ça a été un travail énorme pour l'équipe de retrouver des objets dans Paris. On allait à droite, à gauche pour essayer de retrouver ça. Et tu as sorti aussi un produit à base de slime, une sorte de pâte américaine qui c'est un peu caoutchouteuse, avec des paillettes. Donc c'est un gel douche, toi, c'est ça, hein? Exactement. Des paillettes. On va ramener des matières aussi originales. Tu vas devoir deviner ce que c'est. Et ils ont l'air. Tu l'as vu tout à l'heure. Tu m'as entendu parler. Je ne suis pas au courant de ça. Non, moi non plus. Et toi non plus. Grosse première. Et je sais qu'ils sont hyper contents de ce qu'ils ont trouvé. Donc on verra tout à l'heure. Juste, vous avez aussi fait un truc assez fort quand vous avez créé la marque. Quelques années après, vous avez projeté sur la Tour Eiffel. Exactement. Là encore, nous... Sans autorisation. Non, sans autorisation. Alors, je recommande pas de le refaire, mais faites-le. Mais en tout cas, nous, on a... Mets une photo à l'image, comme ça, vous voyez. Mais on utilisait beaucoup la licorne dans l'imaginaire de Merci Andy, parce que c'est un animal... T'as l'impression qu'elle existe, mais elle n'existe pas. Enfin, il y a un imaginaire très fort autour de la licorne. Et je crois que 2 semaines avant, je vois dans un article que le 9 avril, c'est la journée internationale de la licorne. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un truc. C'était en 2019. Et moi, j'aimais beaucoup le street art. Et il y avait un gars qui s'appelait John Hammond dans les rues de Paris. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Il met tout le temps sa photo avec une carotte et des lunettes. C'est vraiment un street artiste très connu. Ah oui, bien sûr. Tu l'as déjà vu. C'est des affiches. Les affiches, pas qui c'est. Voilà, c'est John Hammond. Et en fait, je savais qu'il faisait un peu de projection comme ça. On l'a contacté. On lui a dit, on a un projet fou. On veut projeter une licorne sur la Tour Eiffel. Il nous a dit, OK, mais je mets aussi ma tête avec une licorne. Tu peux mettre aussi la photo. Et ça a été incroyable. J'ai quand même fini au commissariat. Donc, on avait loué. C'est un gros projecteur. Ouais, on avait loué un gros projecteur avec de l'essence, la totale, le camion. C'est comme sur un truc sur un camion. C'était vraiment très gros. Ça devait faire au moins 50 mètres de hauteur sur la Tour Eiffel. Mais voilà. Ça a marché à mort. Ça a marché. C'était un peu au lancement de TikTok en France, donc on avait embarqué TikTok dans le projet qui nous avait un peu poussé nos contenus. Donc c'était mi-2019, en avril. Et j'ai fini au commissariat. Ça s'est bien passé parce que je leur ai expliqué que c'était une licorne, que ça durait que quelques minutes. Il était 3h du matin et le lendemain, on poste. On a plein de médias et Anne Hidalgo qui nous retweet. Donc pour nous, c'était la validation que j'irais pas en prison. Donc c'est bon, c'était validé. Mais donc tu as été arrêté par la police? Ouais, j'ai été arrêté par la police. Ils m'ont emmené au commissariat du 8e, je crois, ou 16e, je sais plus. Et ils ont bien vu que c'était pas des... Oui, on n'était pas des méchants. En plus, des cornes. On avait 25 peluches TikTok parce qu'on faisait un TikTok à côté de 25 peluches licornes. Donc non, c'était fun. Et donc, et vous retweetez, donc tu montres aux policiers que Anne Hidalgo a retweeté? Alors, c'était le lendemain, mais j'explique aux policiers que c'était une opération marketing, que l'image de la Tour Eiffel, elle était utilisée et que s'il y avait des choses, on irait voir la société d'exploitation de la Tour Eiffel, mais que voilà, ils auraient aimé qu'on demande une autorisation. Mais il faut oser. Est-ce qu'il faut mieux demander pardon ou demander l'autorisation? Je pense qu'il faut mieux demander pardon quand on est une petite boîte et qu'on fait les choses avec bonne intention. C'est important, ça. Voilà. Tout dépend de la taille. Et du mal que tu peux faire quand tu fais quelque chose. Ouais, là, encore une fois, mal à personne. Tu vois, c'est éphémère, il n'y a pas de tag, il n'y a pas... dans ce qu'on appelle le street marketing, c'est les communications dans la rue, c'est sûr, quand on tag le sol ou les murs ou qu'on met des affiches, ça cause quelque chose. Là, on a parlé de 30 minutes de projection à 3h du matin, quoi. Ouais. Voilà. Et vous l'avez fait à 3h, tu l'as pas fait à 21h. Exactement. Il fallait qu'il fasse bien nuit en plus. T'as grandi en banlieue parisienne, père médecin, mère ingénieur. Pas d'entrepreneur dans la famille. Non.
tu vas tomber amoureux enfin, tu vas tomber amoureux. Tu vas avoir envie d'être entrepreneur. Ça va être un peu une révélation quand tu vas rencontrer les créateurs de Innocent, les jus Innocent. Exactement. Bah ça, c'est un mythe. Je suis hyper content que tu me poses cette question parce que moi, à chaque fois que je rencontrais des entrepreneurs, c'était moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. J'ai toujours voulu faire ça. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça. C'est et moi, absolument pas. Ma mère elle est salariée dans la même boîte depuis 30 ans et mon père est médecin. Ils sont très heureux. Et ils sont très heureux. Voilà. Et en fait, moi, j'étais en école, je regardais des projets se lancer, j'avais monté mon petit groupe de sport, je faisais un peu de musique, j'étais DJ, j'avais monté ma petite assoce de DJ, et pendant mes études, on lance des projets un peu fictifs, et je vais à Londres pour aller voir un pote, et je rencontre Innocent, donc tu sais, c'est Smoothie, et enfin, je rencontre le fondateur, il était assis devant moi, et j'ai osé, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment osé aller aborder à quelqu'un dans le train, et je lui ai juste dit que j'étais étudiant, que j'adorais sa marque. En fait, ils venaient de se lancer en France, ils ouvraient un bureau en France. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur pour cette marque parce que le marché, il était énorme et ils y sont allés. Ils ont, je sais pas si le mot c'est disrupté, parce que ça, c'est un langage très start-up et c'est un peu bullshit pour moi. Mais ils ont osé y aller. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans l'hygiène, qui est quand même un secteur où il y a que des gros. Et on a osé y aller et aujourd'hui, on s'est fait une place. Alors, t'es pas fier de tes études, tes parents divorcent, pas fier de tes études, tu dis après, je regarde un peu les interviews que tu avais données, tu fais une école de commerce, t'as pas l'air d'être super content. Non, bah si, non, mais... on se dit les choses pour... Ouais, non, mais pour moi, aujourd'hui, te former avec une école de commerce, c'est pour plaire aux banquiers et c'est plus forcément pour plaire à ton futur employeur ou les gens que tu vas recruter. Aujourd'hui, il y a des stars qui sortent d'école de commerce, mais je connais des gens qui ont fait... Et on en a au bureau qui ont fait très très peu d'études, voire pas, et qui sont aussi des stars dans leur domaine. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est pas quelle école t'as fait, c'est quoi ta zone de génie, tu vois, et ta zone d'ombre. Et c'est ça qu'il faut arriver à déceler quand on veut recruter des bonnes personnes ou travailler avec des bonnes personnes. C'est les gens qui sont capables de dire, bah moi, je suis un génie dans ce domaine-là. Par contre, je sais absolument pas faire ça. Et je trouve que ces gens-là, pour moi, c'est les plus brillants. Est-ce que ça influe sur ta manière de recruter aujourd'hui ? Est-ce que le fait de pas avoir appris forcément grand-chose dans les écoles, mais d'avoir plus appris sur le tas, peu importe maintenant si tu as des salariés qui viennent et qui n'ont pas des gros diplômes mais qui sont super chauds. Ah bah non, mais 1000 fois. Mais déjà, je le sais dès l'entretien. Par exemple, je pose toujours une question qui est où est-ce que tu es le meilleur et où est-ce que tu es la moins bonne ou ce que tu n'aimes pas du tout. Et les gens qui disent ah, moi j'aime tout, je suis très curieux et tout, pour moi c'est éliminatoire. Ah bon ? Ouais, c'est éliminatoire. Les gens qui ne savent pas où ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils vont pas savoir où ils sont forts et ils vont pas exceller dans un domaine. Et moi aujourd'hui, j'ai une taille de boîte où j'ai pas besoin de personnes qui sont moyens partout. Je veux des gens qui soient excellents dans un domaine. Et après, s'ils s'intéressent à d'autres et qui peuvent nous aider, c'est du bonus. Non, on peut être complet. Non, il y a des mecs complets. Après, tu peux pas être parfait partout, mais tu peux être... Non, il y a des gars, c'est sûr qu'il y a des personnes complètes, mais t'as vraiment besoin d'avoir des gens qui vont prendre le lead et être des génies dans leur domaine. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Alors, ça va partir d'un délire étudiant. C'est pendant tes études, hein, c'est ça. T'es en école de commerce, vous créez donc Merci Andy avec un garçon qui s'appelle Roland. Ouais. Et donc, quand tu parles, on dirait que c'est un délire comme ça, vraiment, du jour au lendemain. Ouais, c'est un délire du jour au lendemain. Mais qui dure 10 ans. Non, mais en fait, tu vois, moi, j'ai les entrepreneurs qui se lancent des boîtes à 35 ans, mariés, 2 enfants, j'ai beaucoup de respect. Tu vois, tu as une charge familiale, tu sois un homme ou une femme. Mais moi, j'étais étudiant, je vivais chez mes parents, mes parents m'avaient payé mon école, donc lancer une boîte avec un copain, c'était pas un pari qui était ultra risqué dans ma vie. Ce qui a été dur, ça a été de voir mes potes commencer à gagner de l'argent, signer leur premier CDI, partir en vacances. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai dû attendre quelques mois, voire années, pour gagner un peu d'argent. C'est intéressant parce que on remarque souvent quand des entrepreneurs viennent dans l'émission, sur les gens, et donc surtout dans les éditions business, on voit qu'il y a un truc à chaque fois qui est identique à la plupart de vos parcours, c'est vous remarquez qu'il manque quelque chose. Ça part d'un manque dans la société. Soit un manque pour vous, c'est-à-dire que tu as besoin d'un truc, un service, un machin, tu l'as pas, et donc du coup tu vas le créer. Soit un manque que les gens... Là, c'est vraiment un truc que les gens rencontraient. Il n'y avait pas de petits gels qui sentaient bon. Moi, je vais te dire, à chaque fois que je lance un produit, je pense que je guéris quelque chose en moi à chaque fois. Un des produits qu'on a lancé qui marche le mieux aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires, c'est un quart, c'est des patchs boutons. C'est des patchs boutons en forme d'étoile ou de cœur. Des patchs pour les boutons. Des patchs pour les boutons, en fait. Donc c'est des patchs que tu mets et c'est des patchs qui ne sont pas invisibles. Ils ont des formes, ils sont roses. On en lance des holographiques brillants. Et en fait, c'est un produit
que j'ai lancé, je me suis rappelé quand j'étais jeune ou quand j'avais un bouton, moi je séchais l'école. Ça m'est arrivé parfois, pas tout le temps. Mais ça m'est arrivé à des moments où j'avais des gros boutons, que je mettais du dentifrice, je mettais du citron, je mettais des trucs qui marchaient pas et qui empiraient. On a créé un patch, tu le laisses 6 heures et ça va venir soigner, aider la disparition et surtout ça va soigner ton bouton. Et c'est un de nos meilleurs produits. Et en fait, ce produit, moi, on le vend aujourd'hui à des quasiment millions de jeunes et ça me rend super fier. Et on a des messages de personnes qui nous disent « ce patch m'a vraiment aidé ». Vraiment. Tu vas pas me dire si le dentifrice ça marche parce que du coup ça dépend quel dentifrice et tout, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a de l'acidité dans un dentifrice, donc ton bouton ça va le décaper. Mais qu'est-ce qu'il faut du coup dans le patch? Qu'est-ce que tu as mis? Nous on a mis de l'acide salicylique et de l'huile essentielle d'arbre à thé, donc ça va venir le cicatriser et vraiment retirer le sébum. Et ensuite il y a une technologie qui va sécher quoi. Ouais, et la technologie elle s'appelle hydrocolloïde. On les fait en Corée du Sud évidemment parce que c'est les seuls à avoir cette technologie. Mais si tu veux le patch va venir absorber le sébum. Il faut le laisser 6 heures. Mais donc ça ressemble à un pansement coloré? Ça ressemble à un petit pansement. Et tu l'as fait exprès visuel? J'en ai si tu veux. Non, mais t'inquiète. Mais non, mais ça marche. Et en fait, c'est trop cool parce que je vais te dire, il y a des stars qui en portent. On a Adèle Exarchopoulos pendant la promotion de La Mort Ouf. Elle faisait plein de médias avec son patch et c'est hyper assumé. Et pour moi, c'est ça, merci Andy. C'est j'ai un bouton ordinaire, je vais le rendre de manière extraordinaire. Marketing. Marc, il est bien ou pas? Il est bien. Non, mais en fait, oui, c'est pour pas le cacher. Tu fais exprès, tu le mets hyper exactement. Et ça devient une vraie mode. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à les faire. Il y a des marques US et tout, et ça devient une vraie. Ça devient pas une mode, mais en tout cas, c'est un peu dans ce côté body positive. Je cherche plus à cacher mes boutons, je l'assume. J'assume mes boutons. J'assume, exactement. Donc tu vas en fait finalement résoudre un problème ou un manque que tu vois dans la société. Toujours. Pour toi ou pour les autres. Ouais, et tu vois, chez Blast, dans tous les dossiers qu'on reçoit, toutes les entreprises qui veulent lever de l'argent avec Blast, la première ou deuxième slide, c'est tout le temps, c'est quoi le problème? Il faut quand même que tu règles un problème sur un marché. Quand une boîte se lance et qu'il n'y a pas de problème, c'est soit il y a un génie créatif très très fort, comme une marque de vêtements par exemple, ou un créateur, et c'est OK. Ouais. Mais là, il faut choisir le bon, mais t'optimises quand même ton investissement ou ta chance de réussir quand tu règles un problème. Comment tu vas trouver quelques milliers d'euros quand tu n'as pas d'argent, tu es étudiant? Il y en a plein qui nous regardent qui ne vont pas forcément avoir des milliers d'euros de dispo quand ils sont étudiants. Voilà. Comment tu fais pour trouver l'argent de départ? Non, écoute, moi j'ai vraiment mis que 3 000 euros. J'ai bossé pour le mettre cet argent et ensuite on a fait. Alors on est allé voir un peu nos proches. On a réussi à trouver 30 000 euros, donc sur 5 personnes différentes. Donc ça faisait, 30 divisé par 5, ça faisait un peu plus entre 5 000 euros par tête. Et ça nous a aidé à construire un premier stock, tu vois, de produits et qu'on a réussi à vendre. Aujourd'hui, tu as des barrières quand même qui t'empêchent de lancer une boîte vraiment avec 0 euros. Parce que tu veux lancer un site internet, un Shopify, ça va te coûter ça. Tu as quand même besoin d'un minimum. D'un minimum. Aujourd'hui, si tu veux lancer une marque, par exemple dans l'hygiène, tu vois, en dessous de 20 ou 30 000 euros au démarrage, c'est compliqué. Nous, au démarrage, on est allé voir les banques et là, c'est vrai que dans ce milieu qui est encore très scolaire, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est nos diplômes. Et on est allé voir nos banques et on leur a dit, voilà, on lance notre projet, on cherche de l'argent, on aimerait un prêt. Et premier conseil, le conseil qu'on m'a donné et que j'ai envie de retransmettre aujourd'hui, c'est pas de dette privée. Ça veut dire, tu lances ta boîte, ne prends pas 50 000 euros à titre personnel ou tes cautions personnelles, tu vas investir ton temps. Tu vas investir ta vie, tu vas donner tout dans ta boîte, mais le risque financier, il doit être sur la société. Oui, tu mets comme ça, si jamais tu coules la boîte. Bien sûr. Et moi, je trouve que les banquiers qui disent « Ok, je prête 100 000 euros à votre boîte, mais vous êtes caution personnelle », fuyez. Parce que trop risqué. Ouais, t'investis ta vie, ta boîte, t'investis ton temps, et en fait, la valeur temps, elle est aussi importante que la valeur argent. Donc, il faut que vous trouviez un banquier qui va prendre le risque avec vous. Alors, il y a Merci Andy, donc ta marque que tu as créée à l'époque, et il y a Andy Bag, les sacs poubelles. Sacrée anecdote. Et ça va vous poser des problèmes. Ça nous a posé des problèmes au tout départ. On était encore fragile. Ouais, on était encore fragile. Étudiant, on vient de se lancer. On crée notre compte Instagram et en fait, la marque à l'époque s'appelait Andy. H-A-N-D-Y. On n'avait pas pris d'avocat. C'est nous qui avons déposé notre marque tout seul pour économiser des sous. Et on reçoit une lettre recommandée d'avocats des sacs poubelles Andy Bag qui nous disent, en fait, là, les gars, il y a un problème. Nous, on est sur ce marché depuis 30 ans sur l'hygiène au sens très large. Vous pouvez pas garder Andy comme nom de marque. Et en fait, d'un problème, on l'a transformé en opportunité. On a rajouté le mot merci devant.
Pourquoi ? Parce que moi, j'adore la gratitude. Je pense que c'est une des valeurs les plus importantes dans ma vie, de dire merci. Je trouve que c'est passionnant. Et le côté français, quand même. On est une marque française, on est créé à Paris et aujourd'hui, on fait plus de la moitié de notre chiffre en dehors de France. Et il y a ce côté français qu'on aime bien ramener. Et donc tes parents vont gagner plus d'argent que toi, et vont gagner plus d'oseille avec ta boîte que toi-même. Ouais, Comment c'est possible ? Dans les personnes au démarrage qui ont investi, il y avait mon père. Ma mère, non, mais mon père, ils étaient séparés, avait mis 5 000 euros. Et au moment de notre première levée de fonds, il récupère 100 000 euros. Donc, c'est un bel investissement, alors que moi, je ne m'étais pas payé, tu vois. Ou très peu. On se versait des petits trucs de temps en temps. Pour survivre, quoi. Ouais, pour survivre. Enfin, quand on avait un peu de trésor, on se payait. Et au moment de la levée de fonds, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui a pris une part significatif dans Merci Andy. Ils ont décidé d'enlever tout le monde, ce qui est assez logique, tu vois. Et moi, je voulais plus que mon père, le père de mon associé à l'époque, soit encore dans nos affaires. Ouais. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire parce que même à cette époque-là, oui, en fait, il y a un moment où moi, je voulais dissocier. On rentrait dans une autre étape. Il y avait 3 millions d'euros qui étaient mis sur la table. Il fallait vraiment que les choses soient claires. Et il a gagné 100 000 euros et moi, j'avais pas gagné un euro. Donc, je lui ai dit, papa, j'ai besoin que tu m'aides. Et je pense qu'il l'a pas compris au démarrage. On a eu des discussions, on s'est engueulé et finalement il l'a compris. Il a donné à ma sœur aussi par équité, alors que moi je partagé les bénéfices. Ouais. Il a partagé les bénéfices. Tu lui dis papa, tu viens de faire 100 000 balles. Je dis papa, tu viens de faire 100 000 balles sur moi. Moi j'ai vendu à l'époque, je pense qu'on avait c'était assez rapidement. Au bout d'1 an et demi, on a levé 3 millions d'euros, donc c'est allé assez vite. Ils ont fait une super opération pour eux, tu vois. En fait, plus tu investis tôt dans une boîte, plus le gain il va être énorme. Et eux, ils ont commencé où la boîte, elle n'existait pas, c'était au démarrage. Mais bon, en même temps, ils misaient sur son fils, c'était 5 000 euros. Le risque n'était pas non plus énormissime. Non. Mais elle est belle quand même. Elle est belle. Il fait x20. Il fait x20. Sur Blast, quand on a investi dans des projets comme ça, quand vous allez investir sur des entrepreneurs, on sait déjà ce que c'est exactement que le projet, c'est bien expliqué sur ce Ouais, site. Alors en fait... Et c'est au début ou c'est au milieu? Tu souscris pour 1 an d'adhésion, tu as des niveaux d'adhésion différents et ensuite, toutes les 2 semaines, il y a un nouveau projet qui est ultra bien présenté. Tu vas avoir une vidéo où le fondateur va présenter pendant 15 à 20 minutes son projet. Tu vas avoir une analyse de l'équipe sur les chiffres, sur les risques, sur les opportunités, pourquoi la boîte peut planter, pourquoi la boîte peut exploser. On va parler des équipes, où elle en est, sa traction commerciale. Donc, c'est très, très bien présenté. Et ensuite, tu as un live avec Anthony ou un membre de Blast. Moi, j'ai fait plusieurs lives déjà. Et les gens peuvent poser leurs questions en live. Et ça, c'est la beauté de Blast. C'est toutes les interactions que tu peux avoir avec les entrepreneurs. Et après, une fois que le projet est mis sur la plateforme, tu as 2 semaines pour décider d'investir ou non dans la boîte, en posant aussi des questions, à l'écrit de cette fois-ci, avec les fondateurs. Ok. Et ça, tu sais vraiment sur quoi tu investis. Exactement. T'es pas en train de jeter ton argent, tu es libre d'investir ou non dans chacun des projets. Et ça, pour moi, c'est intellectuellement, quand tu es membre Blast, oui, il y a des gens qui vont travailler pour toi et essayer de te faire gagner le maximum d'argent, mais c'est hyper intéressant et enrichissant aussi d'avoir tous ces échanges avec les fondateurs, l'équipe Blast et les autres membres. Et quand tu gagnes, tu mets 1 000 euros. Imaginons, je parle vraiment, si vous n'avez jamais fait d'investissement, pour bien comprendre... parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est pas si facile. Tu mets 1 000 euros, à quel moment déjà tu peux récupérer l'argent et à quel moment tu peux commencer à en gagner? Alors, tu vas mettre... En fait, c'est quand la valeur de la société dans laquelle tu as investi va augmenter. Et la valeur d'une société, elle va augmenter parce qu'elle fait plus de chiffres, parce qu'elle est plus rentable, parce qu'elle a lancé une nouvelle technologie incroyable et que ses concurrents décident de la racheter quand elle avance. Le timing, c'est clairement, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, c'est la chose que tu contrôles le moins. Il y a des boîtes comme mon père, où 1 an et demi, il a fait x20. Et il y a des boîtes où parfois, ça peut prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans avant de faire un exit. Ça va dépendre de plein de choses, de la stratégie de la boîte, est-ce qu'elle décide de relever de l'argent, de vendre ou pas. Mais en tout cas, nous, quand on présente un projet, on parle avec le fondateur, c'est quoi ton ambition avec cette boîte, jusqu'à où tu veux l'emmener, pour qu'on puisse donner aux membres, sans s'engager évidemment, parce que ça reste très risqué l'investissement, mais un timing de sortie. Comment tu vas rencontrer Anthony Bourbon, justement, qui a créé Blast, qui a créé avant une boîte qui s'appelait Feed, où c'était d'ailleurs, il avait fait des repas sous forme de bar ou alors sous forme de choses à boire. Exactement. Et on a le même investisseur avec Anthony, Utopia, qui a investi chez Feed et chez Merci Andy, et on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, ça a tout de suite fité, on est devenus potes, et les années ont passé, Feed a grandi, Merci Andy a grandi,
grandit et jusqu'au moment où il lance Blast, il m'appelle et il me dit est-ce que tu veux faire partie de l'aventure et être ce qu'ils appellent KOL, Key Opinion Leader. Donc en fait, je viens amener des dossiers et les challenger dans leur investissement. Et quand tu fais partie de ses proches, il te propose des trucs un peu différents. Ouais, Anthony, c'est un fou, et c'est pour ça que je l'aime. Il a ce côté hyper rationnel sur des sujets, complètement insensé sur d'autres, et je suis clairement comme ça. On est très complémentaires quand on se challenge sur des sujets, sur des boîtes, et moi, c'est ce qui me passionne. Je pense qu'il m'amène une certaine folie que j'ai pas, et moi, je lui amène, je pense, une certaine créativité parfois sur certains sujets qu'il n'a pas forcément. On va faire rentrer Sébastien dans 30 secondes avec des produits, vous allez voir, j'ai justement, en rapport avec l'hygiène dans le monde, comment certaines personnes se lavent les dents, comment certaines personnes vont se soigner, etc. Machin. On va montrer tout ça dans 2 secondes. Juste avant, comment ça va se passer, l'évolution de ta boîte avant le Covid? Juste pour comprendre les chiffres. Est-ce que ça fonctionne dès les premiers mois? Est-ce que c'est un peu dur au début? Comment ça marche? Ça s'est très bien grandi. On est passé de 0 à quasiment 2 millions d'euros de chiffre en moins de 3 ans. Donc, c'est allé assez vite. Et ça, c'était en 2019, la licorne. Et on était rentable. Et là, on décide de lever de l'argent, donc d'accélérer, quand on faisait à peu près 2 millions d'euros de chiffre, pour vraiment accélérer. Et on a accéléré. Il y a le Covid qui est arrivé. Moi, le Covid, j'étais à Barcelone, chez un copain. Je regardais mes chiffres sur le e-commerce et je vois qu'il y a 20 000 personnes sur mon site. Je comprends pas. D'habitude, c'est pas ça. Je dis à l'équipe, attendez, on a fait une pub télé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bossé avec 200 000 influenceurs. 20 000 en instantané? Ah ouais, sur la journée, je pense qu'il y a des journées, il y a des jours où on a fait 20 000 visiteurs uniques. Qui est pour un site marchand beaucoup à notre taille. Voilà, donc c'était gros et avec des taux de conversion énormes. Et on a compris que quelque chose se passait et que les gens, les premiers produits qu'ils ont achetés en ligne, ça a été beaucoup de gel hydroalcoolique. Et les masques? Et les masques. Ça a été les 3 grandes fortunes et les vaccins. Ouais, alors après... la bourse, c'est les 3 boîtes. Ouais, il y a eu beaucoup de... Nous, on n'avait pas du stock infini. On a évidemment grandi. On a fait tous nos chiffres de l'année d'avant. Donc, on a fait en 1 mois le chiffre de 12 mois. Tu vends tout ce que tu as? Ouais, je vends tout ce que j'ai. Et l'enjeu, ça a été de trouver... Tu vois, un site industriel beaucoup plus rapide parce que nous, on mettait entre 4 et 5 mois à produire. Et l'enjeu, ça a été de produire plus rapidement. Donc, on a quand même été en rupture de stock. On a trouvé des solutions alternatives pour produire. On a aussi beaucoup distribué. On a filé à des assos, aux hôpitaux de Paris, évidemment. Mais ouais, ça a été un enjeu industriel très, très fort pendant le Covid. Et tu as réussi à refaire faire rapidement? Pas autant que j'aurais aimé, mais et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Moi, je les appelle un peu les opportunistes du business, tu vois, qui ont fait les masques, qui ont fait les gels hydro avec des produits souvent qui n'étaient pas de bonne qualité. C'est le jeu. Là, le marché, il s'est complètement nettoyé, il est beaucoup plus propre. Mais entre 2020 et 2022, tu avais eu beaucoup d'opportunistes. Mais oui, ça a été une expérience incroyable. Je rêvais de gel hydroalcoolique tout le temps. Tout le temps. Je nageais dans des piscines de gel, tu vois. C'était gel. Ouais. Alors que tu connaissais rien quelques années avant? Non, j'y connaissais rien. Tu vois, j'ai même participé avec la DGCCRF sous le ministère de l'Intérieur parce qu'il y avait tellement de, je vais le dire le mot, mais charlatans qui sont allés sur ce marché, qui faisaient n'importe quoi. Les réglementations, elles n'étaient pas claires. J'ai eu Bruno Le Maire au téléphone, je lui ai expliqué ce que c'était un bon gel, un mauvais gel avec ses équipes. Et mine de rien, c'était une période difficile. Ils ont changé les taux de TVA. Il y a eu beaucoup de décisions économiques qui ont été prises sur le marché des gels et des masques en quelques jours, qui ont fait que le marché, il a quand même été propre. Et depuis le Covid, ça a baissé, évidemment. Après le Covid, j'imagine, il y a une consommation énorme. Mais est-ce que c'est redescendu comme avant? Non. Écoute, nous, on vend plus de gel. On a plus vendu de gel en 2024 qu'en 2020. Après, je pense qu'en 2020... C'est vrai? Ouais, parce qu'on a pris des parts de marché. Mais le marché a diminué, clairement. Sur combien de pays tu vends? Nous, aujourd'hui, on vend dans 40 pays. On fait 40 pays et on fait la moitié de notre chiffre en dehors de France. Ah, félicitations. Ouais, c'est chouette. Vous êtes combien? On est 30. 30? Ouais, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens à gérer. Non, mais c'est dur. Tu vois, le côté humain dans l'entrepreneuriat, tu dois connaître ça aussi, mais c'est... Ça fait exactement la même taille que les gens d'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, on a notre modèle, les gens nous achètent. Se dire, est-ce qu'on va réussir à passer une étape, c'est qu'une question d'humain. On a des bons produits, on a un bon réseau de distribution, on a les moyens. La question, c'est les personnes qui vont m'accompagner. Et moi, est-ce que je suis la bonne personne? Moi, je me remets tout le temps en question. Mais
comment je vais faire pour passer des étapes. Et c'est qu'une question de choix et d'humains qui vont faire ce projet. T'as combien de produits aujourd'hui? Parce que là, au départ, vous partez avec des gels hydroalcooliques, c'est votre produit, on va dire, initial. Et après, vous avez sorti une gamme de plein de produits. Ouais, j'ai une trentaine de produits. Donc ça va des produits pour les mains, on a des produits pour le corps et des produits pour le visage. C'est vraiment nos 3 grosses catégories. Les produits pour le corps, on a des déodorants, on a des bombes de bain, on a des sérums pour le corps. Et les produits pour le visage, on a toute une gamme de routines pour te nettoyer le visage, t'hydrater et nos fameux patchs boutons. Et les fameux gels douche slime. Exactement. Avec des paillettes dedans. Vous allez chercher des trucs toujours un peu colorés. C'est pour enfants, pour femmes, pour hommes, c'est pour tout le monde? C'est plutôt femmes. On vise la Gen Z, donc cette fameuse génération. Nos clients et nos clientes ont entre 15 et même 12 à 22, 23 ans. C'est vraiment notre cœur de cible. Et cette histoire du slime, elle est arrivée. Nous, on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux. C'est vraiment, on est très TikTok, on est très Insta. Et dans les années 2020-2021, tu as eu le slime qui était... c'était une pâte que tu pouvais créer, fabriquer avec beaucoup de bicarbonate de soude. Enfin, tu pouvais mettre plusieurs matériaux à l'intérieur. Et on s'est dit, en fait, viens, au lieu d'en faire juste une pâte que tu jettes, on en fait un gel douche. Et on a formulé pendant 1 an avec un labo dans le sud de la France pour créer ce gel douche qui avait une texture justement... de slime. Visqueux. Donc, on avait 94% de naturalité sur cette pâte. Ça a été un challenge formulatoire. C'est-à-dire quoi, naturalité? Ça veut dire que tu vas utiliser 94% de ta formule est faite d'ingrédients d'origine naturelle. Le reste, c'est des composés chimiques et synthétiques qu'on a créés en labo, qui sont sûrs. En tout cas, nous, ce qu'on utilise, c'est des ingrédients sûrs. On a une liste noire d'ingrédients qu'on décide de ne pas utiliser et qu'on ne veut surtout pas utiliser parce qu'on considère que c'est pas safe. Tu fais des produits véganes? Ouais. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais 3-4 ans après Merci Andy, moi j'ai rencontré ma femme qui était végétarienne depuis longtemps, j'étais végétarien et un matin je me dis... T'étais pas végane avant? Non, j'étais pas... Non, maintenant nos femmes nous influent beaucoup et tant mieux, mais c'est elle la vraie boss, donc elle a plus de viande à la maison, moi je faisais du sport. Ouais, non, mais pour elle c'était pas ok que je cuisine de la viande et je le respectais. Il y a un moment en fait où j'en mangeais moins et après c'est un peu comme l'alcool, moins t'en prends, moins t'as envie d'en prendre, comme le café, comme tout ce qui est un peu addictif, et j'en ai plus du tout mangé, et j'en mange plus du tout. Quand tu l'as rencontré, il t'a dit plus de viande chez moi? Non, en fait, quand... Non, mais elle peut être compréhensive que toi au début. Ouais, je comprends. Même pas au début d'ailleurs. Mais non, elle peut être. On a emménagé ensemble et c'était une de ses. Alors, ma femme est très cool, hein, attention, on a l'impression que c'est un tyran. Mais non, elle voulait pas qu'on cuisine de la viande dans notre appart. Pas de viande chez elle, quoi. Ouais, et moi j'ai accepté. J'étais très amoureux, je le suis toujours. Mais, il faut. Mais en tout cas, c'était une de ces conditions, c'était OK. Et aujourd'hui, tu manges en cachette ou pas quand tu es avec tes Non, j'en mange pas en cachette. J'ai un pote qui mange en cachette. Qui mange ah ouais? Monsieur. Ah ouais? Il se fait ses petits bifs. Je ne citerai pas cette personne. Et oui, en fait, sa femme est un peu comme la tienne. Et il lui a dit pas de viande à la maison et tout. Il dit pas de problème, t'inquiète pas, je comprends. Il a fait croire qu'il était végétarien. Et dès qu'on se fait des restos entre potes le soir, c'est énorme côte de bœuf. Les côtes de bœuf. Non, mais écoute, moi. De la bonne viande, il fait attention, mais. J'étais OK avec ça et maintenant je le suis toujours. On a tenté une aventure végane pendant 1 an, c'est beaucoup plus difficile. Ça m'a valu des disputes familiales, ça m'a valu des incompréhensions de beaucoup de gens, mais en tout cas dans nos produits, c'était inconcevable qu'il y ait du lactose, donc du viande de lait, ouais. Voilà. C'était inconcevable qu'il y ait ça dans nos produits, donc je suis arrivé un matin au bureau et j'ai dit on change toutes nos formules. Tu ne manges pas d'œufs ni de poisson? Non. C'est parce que je sais trop les noms exacts de. Ouais, en fait, végétarien, tu vas pas manger d'animaux. Et vegan, le véganisme, c'est tu vas enlever... Alors, t'as végétalien et véganisme, c'est encore différent, mais tu vas enlever tout ce qui provient de l'animal. Et après, t'as vraiment... Donc ça, c'est vraiment que dans ton alimentation. Et après, tu as la phase d'après. Je porte plus de cuir, je vais plus aux os, où c'est vraiment plus un mode de vie. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je considère, je crois plus au système de la viande et j'adorerais remanger de la viande, sincèrement. Mais une viande où je suis sûr d'où elle vient, comment elle a été abattue. Ce que je veux plus manger, c'est vraiment, je veux plus mettre dans mon corps une viande qui a souffert avant d'être abattue. Parce que j'ai vu des images, j'y suis même allé. Tu vois, cette viande qui est
stressé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avant d'être abattu, bah, je veux pas mettre cette énergie en moi. J'ai trop peur pour ma santé, et puis j'ai pas envie d'assister à ces scènes. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, dans les produits, tu as fait attention à ce qu'il n'y ait pas de... Ouais, et on est allé voir PETA, une association, on s'est fait certifier. Donc maintenant, on fait tu vois, le gros sujet en Europe, c'est évidemment le lactose, mais tu as aussi tout ce qui est autour de la coconut oil, l'huile de coco, qui provient souvent de déforestation. Et donc, du coup, tu enlèves l'habitat des singes. Donc, les ingrédients que tu choisis ont des répercussions sur l'environnement, clairement. On a reçu Hugo Clément qui a parlé de ça ici, ouais. Justement. Et qui était, d'ailleurs, c'était intéressant parce que il n'était pas donneur de leçons. Non. Parce qu'il dit, je ne suis pas parfait, mais en fait, si tu attends d'être parfait, tu ne fais jamais rien. Clairement. Chacun fait un petit peu. Ouais, mais moi, faire un petit peu déjà. J'encourage, tu vois. Je connais. Le problème, c'est parfois les donneurs de leçons qui vont dire oui. Tu fais ça. Non, mais c'est horrible. Et puis ça dessert. Tu vois, moi, j'aime l'avion, j'aime les pays, je prends l'avion, et c'est hyper difficile. Hugo Clément le prend beaucoup moins. Par exemple, oui, il vient en train. Il vient en train et tout. Alors dans le sud, j'y vais en train aussi, mais on aime voyager avec ma femme, donc tu peux pas être parfait partout. Mais si déjà tout le monde fait un effort. Si tu lui dis à ta femme pas d'avion chez moi, là, pas d'avion. Là c'est fini là. Si je lui dis pas d'avion, c'est fini. Attends, et t'as une fille, c'est ça? Et j'ai une petite fille de 4 ans. Ouais, 4 ans qu'on laisse manger ce qu'elle veut. Elle a le droit de manger de la viande. Ouais, à la cantine, elle doit dégommer de la viande, je pense. mais à la maison, non, on la laisse. Tu vois, moi, imposer à ma fille de 4 ans ce qu'elle doit manger à la cantine, j'ai pas envie. Et puis quand elle sera en âge de comprendre et de faire ses choix, elle fera son choix. Mais encore une fois, je veux pas imposer. Donc du coup, quand il y a de la viande, c'est pour elle. Ouais. Non, il n'y en a pas chez moi. Je lui fais pas de viande. C'est à la cantine. Okay. Non, je lui fais pas de viande chez moi. On va faire rentrer Sébastien, si tu veux bien. Sébastien qui allait chercher avec l'équipe plein d'objets qui correspondent à l'utilisation qu'on peut en faire dans plein de pays dans le monde en rapport avec l'hygiène au sens large. Alors, tu vas me dire, je suis pas très précis dans mon lancement et tu as totalement raison. C'est que je n'ai pas la liste des produits. J'ai voulu la découvrir avec vous aujourd'hui. Et après, les matières les plus originales pour essayer de chercher des matières un peu comme le slime, mais on a cherché d'autres choses. Ils avaient l'air très contents en régie de ce qu'ils ont trouvé. C'est parti, on les fait rentrer. Allez, ça y est, Sébastien vient de rentrer. Et t'as cherché des produits d'hygiène dans le monde. Oui, parce que je me suis demandé, en fait, en France, on utilise quand même de manière très classique une brosse à dents, un shampoing quand il y a besoin de shampoing, un produit douche. Enfin voilà, chacun. C'est pas que c'est classique, c'est que c'est nos habitudes. C'est les habitudes. C'est l'occidental, c'est européen, voilà. Mais dans le monde, il y a d'autres manières de se nettoyer, de se laver. Et donc, on a pris 4 zones du monde où il y avait des nuances un peu différentes. Je sais absolument pas où tu vas, hein, vraiment. Ouais, j'y vais un peu tout seul en haut. Voilà. Je vous ai ramené un savon. Alors, c'est un savon assez particulier puisqu'il s'appelle un savon au goudron. Ça vient de Russie. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà vu ce produit-là ou pas? Toi qui es un peu plus... Non, un soap bar solide, un savon solide et tout. Goudron, non. C'est beaucoup de charbon qui est utilisé. Oui. Donc, peut-être, j'ai hâte de voir. La version goudron, c'est la version moins chère. Mais la version goudron, ouais. Le goudron, en fait, ça vient du bouleau, en l'occurrence. Là, ça vient de l'arbre, le bouleau. Et il est passé en pyrolyse, c'est-à-dire qu'il est fermé complètement, hermétiquement, dans une sorte de petite box qui va à la cuisson. Et l'écorce va fondre, en fait. Ça va créer une sorte de pâte un peu visqueuse. Qui va ouvrir ou pas? Oui, bien sûr, tu peux l'ouvrir. Comme ça, tu vas pouvoir... Voilà, c'est très sombre. C'est une odeur particulière. Ça, si tu peux sentir un petit peu. Ça fait vraiment savon, un peu les pains de savon qu'on a habituellement. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est que donc c'est fondu à très très basse température pendant très longtemps, sans rentrée d'air, parce que s'il y a une rentrée d'air, l'écorce va prendre feu. Là, ça doit fondre en fait, et ça fait une pâte. Et en fait, chez les Néandertals, à l'époque, ils utilisaient cette pâte pour fixer les pointes de flèches au bois. Mais ça a évolué. En fait, on s'est rendu compte avec le temps que ça sert en fait à se nettoyer une plaie, par exemple. C'est complètement antiseptique. Ça a plein d'usages différents. Ça peut faire des gommages, faire plein de choses. Mais ça a une vocation à soigner davantage. C'est pas juste un savon pour se nettoyer les mains. D'accord. C'est encore utilisé aujourd'hui. C'est encore utilisé. Absolument. En Russie. Ouais, c'est principalement utilisé en Russie. Tu verras d'ailleurs que les écritures. C'est écrit en cyrillique. Exactement. Pays de l'Est principalement. C'est Russie, un peu le centre, puisque bon, la Sibérie est gigantesque et que c'est. Ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Bah, c'est très. La 14 Non. Ça sent la 14. Tu parles de la bifurcation. Le gymnase. Non, mais je suis curieux de savoir si ça mousse. Tu vois, les savons qui sont très. Ça sent le savon fort, quoi. Il y a une amertume. Mais moi qui me dérange pas. Non. S'il y en a qui ont des problèmes de santé type eczéma, psoriasis, ça soigne à peu près tout. Enfin, c'est considéré pour soigner à peu près tout. D'accord, bah je vais l'emmener. Je vais essayer. Tu peux l'utiliser, toi, ouais. Ça coûte cher ou pas, non? Non, c'est pas extrêmement cher. Franchement, on est à moins de 10 € pour le savon. C'est plutôt abordable. Ok. Savon au goudron. On va regarder un peu les produits un peu étonnants dans le monde pour se nettoyer. Donc là, c'est les produits d'hygiène. Après, on va parler des matières extraordinaires.
Je te propose un deuxième outil. Est-ce que ça vous parle, celui-ci, ou pas? Louis? Alors, pour l'écrire un peu... Ça ressemble à une théière. En hygiène, là, sans contexte, tu vois, je me fais une salade, je me verse ma vinaigrette, j'utilise ça. Un balsamique, par Voilà, exemple. exactement. Mais hygiène... C'est un pot de chambre? Ça pourrait un peu avoir cet En effet-là. tout petit, ouais. En fait, ça vient de l'Ayurveda, qui est donc la médecine indienne, où en fait on considère que les maladies résultent d'un déséquilibre du corps. En fait, si on est malade, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de son corps correctement. Donc ça, tous les matins, ça s'appelle un Netilota ou Jala Neti. Ça a 2 noms différents. Globalement, à quoi ça sert? Tu me rappelles Patrice Carmouze. Avec les objets un peu casse-gueule, c'est le mardi. C'est dans une émission avec, à l'époque, Christophe de Chavannes, Patrice Carmouze venait, puis il avait pas toutes les infos des produits, ça marchait jamais. Donc globalement, tu le remplis d'eau. Tu peux faire une huile essentielle, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. L'idée, c'est de le verser dans une narine pour que ça fasse le circuit intérieur du corps, pour que ça ressorte par l'autre narine. Et tu purges d'un côté, puis de l'autre. Gauche, droite, et même en arrière, pour que ça repasse par la gorge. Et l'idée, c'est qu'en fait, si tu te libères un peu de tout ce qui est imperfection, puisque c'est une des voies en fait qui permet d'aller bien dans la culture indienne, c'est par ce biais-là. En fait. Tu te nettoies. Tu te nettoies. En fait, tu te nettoies le nez. C'est là que tu respires, en fait. Ils considèrent que l'endroit par lequel tu dois respirer doit être propre. Donc c'est un peu rustique pour nous. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Nous, on a du sérum fille pour les enfants. Exactement. Non, mais ça marche, je connais, et ça marche très très bien. Ils ont 2 rituels, ils ont celui-ci, et c'est souvent avant de se coucher. Et il y en a un autre qui est de prendre de l'huile de coco, on en parlait tout à l'heure, et de justement faire un bain de bouche pendant 10 à 15 minutes avec de l'huile de coco, et ça vient tout te détoxer, ton foie. C'est les 2 rituels ayurvédiques. Tu l'as fait? Ouais, ça j'ai déjà fait, ouais. Et donc c'est du chaud? Ouais, en fait, en fait, ça va utiliser toute tu vois, l'eau va rentrer dans une narine, sortir de l'autre. La cloison nasale. Et la cloison nasale et tout. Et en fait, c'est un vrai rituel de détox. Parce que, en vrai, se moucher, c'est pas suffisant, tu vois. D'accord. Et donc, c'est un produit à base de... Bah là, tu peux mettre de l'eau et de l'huile essentielle, ouais, mais c'est surtout de l'eau. Hein. C'est basique, en fait. C'est vraiment pour rincer, en fait. Un peu, tu peux mettre de l'eau de mer, en fait, en réalité. D'ailleurs, pour les bébés, tu parlais sérum fille, mais la seringue que tu pousses à droite pour sortir à gauche, c'est très efficace. Ah, c'est très efficace. T'as jamais fait? Si, mais il déteste ses enfants parce que c'est très désagréable. Oui, mais c'est en fait, si tu veux le moucher, la meilleure technique, c'est... Faut le fixer, faut y tenir la tête parce qu'il bouge. Bloquer comme ça, clé de bras. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci pour ce deuxième. Bah, il n'y a pas de souci. Il m'en reste 2 à vous montrer. Le premier est aussi utilisé dans la culture indienne, mais on l'utilise au Sri Lanka aussi, on peut le retrouver. Ça, je sais ce que c'est. Alors. C'est un gratte-langue. Voilà. Il fait pas ça. Mais vas-y, je te laisse parce que c'est un régal quand tu nous expliques. Je sais pas si c'est un régal, en tout cas, voilà. Pareil, en fait, typiquement aussi dans la culture et dans la religion, dans le côté un peu spirituel, se nettoyer la langue, en fait, c'est par là que tout passe, c'est par là que passe la parole, le dialogue, donc il faut que la langue soit propre. En fait, il y a même une phrase que je vais vous donner, globalement. Donc, en Thaïlande, on dit que la langue est un miroir de la santé du corps et que l'accumulation de toxines sur la langue peut affecter la santé générale du corps. Donc en fait, se rincer la langue, après même s'être nettoyé avec une brosse à dents, c'est un rituel en fait qui se fait quasiment quotidiennement par tout le monde. D'accord. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien. J'en ai un gratte-langue. Moi, je sais pas si t'en as à la maison. Vous avez ça? Moi, j'ai pas celui-ci, mais en tout cas, quand tu sens mauvais de la bouche, la réalité, c'est que tu sens souvent mauvais de la langue. Donc c'est. Mais en fait, il faut tout nettoyer tous les jours. Tout nettoyer. Ouais. Mais tu te frottes la langue? J'ai une copine. Je le fais pas vraiment, mais j'en ai un. Et parce que j'ai une copine qui a des dents sublimes. Elle a des dents blanches et tout, comme dans les pubs Nivea. Et en fait, elle se nettoie tous les jours, fil dentaire, brosse à dents. Moi, je le fais 3 fois par jour aussi. Et en plus, elle a un gratte-langue qu'elle fait 3 fois par jour. Il faudrait. Elle m'a dit que c'était les bactéries, ça enlevait tout et que c'est ça qui abîmait un peu les dents. Voilà. C'est un peu un complément même au fil dentaire. Beaucoup de gens utilisent le dentifrice, puis le fil dentaire, puis le gratte-langue pour avoir... Mais ça donne envie de vomir de se gratter la langue. Ah ouais, je suis d'accord. Surtout peut-être un peu de... Faut pas la mettre trop, ouais. Alors, il y a des trucs en Inde où certaines personnes vont parfois passer une semaine justement pour se détoxifier. Il y a des trucs comme ça. Tu l'as fait, ça? J'ai déjà fait avec ma femme, ouais, à Bali. Moi, on croit beaucoup aux jeûnes, nous. Enfin, moi, je fais c'est très difficile. Moi, je fais plutôt des jeûnes intermittents, mais je sais que j'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui font des jeûnes pendant quasiment une semaine, voire 7 jours, et je crois beaucoup à ça, parce que je pense que ton corps se régénère complètement, toutes ses cellules, enfin, c'est très dur. En fait, premier jour, ça va, deuxième jour, ça va, troisième jour, hyper difficile, et au bout du 4e ou 5e, tu as un regain d'énergie, parce que ça y est, en fait, ton corps switch, et c'est passé en cétose. Exact, non, mais c'est vraiment fou. Tu repars, tu fais des randonnées, et tu ne manges rien pendant une semaine. Tu bois de l'eau? Ouais, moi, je pense que ça devrait être obligatoire, on devrait en faire un tous les 10 ans, quoi. Et tu as réussi à te faire une semaine? Moi, je l'ai jamais fait encore. J'ai pas ce courage mental de le faire, mais ça soigne. Enfin, je connais des histoires autour de moi. Tu peux regarder un peu. Ça soigne. Hein, le jeûne est puissant. Mais de manière intermittente, je le fais.
Ça veut dire quoi de manière intermittente? Ça veut dire que... Un jour sur deux? Ouais, non, j'avoue, j'ai pas la force de le faire. C'est trop dur. En fait, pour faire un jeûne comme ça, tu peux pas être chez toi en train de bosser, ça marche pas. Il faut avoir le temps de le faire, de se prendre une semaine, de partir, d'être accompagné. En général, il y a des nutritionnistes, il y a des gens aussi. Mais il y a plein d'endroits en France qui sont super. Moi, ma femme va souvent en Bretagne, j'ai des amis qui vont dans le sud de la France. Il y a des activités physique, il y a souvent de la rando et c'est vraiment une libération du corps et du mental. T'as jamais testé? Non, j'ai jamais testé. J'ai des potes qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'au bout de 20 heures, le corps passe en cétose, donc ça s'inverse et ça va pas chercher le sucre dans le sang, etc. Ça va chercher dans les graisses. C'est le moment où ça va brûler tes propres mais en fait, je pense qu'il faut pas voir juste le jeûne comme je vais maigrir. C'est vraiment une quête de spiritualité et tu repars. Enfin moi, ma femme est revenue avec les yeux plus bleus qu'avant. Ça t'éclaircit les yeux. Mais non, mais c'est le LSD, ça c'est non, c'est vrai, ça t'as vraiment faites le test. Enfin, faites le test, tu verras, parce que la peau elle était plus blanche aussi, donc ça non, c'est tes cheveux, enfin il y a beaucoup de bienfaits. Ah oui. Mais ça c'est sûr que tout le monde en parle, tout ce du jeûne. Ouais, mais c'est juste que c'est dur physiquement. C'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur et force mentale. Enfin, tu vomis la nuit, tu dors mal, t'as des crampes. C'est un délire. Surtout la nuit. Tu peux être fatigué de l'année, quoi. Parce que si c'est ta semaine de vacances, t'es là, tu vas. Mais en fait, c'est pour ça que je le fais pas. Tu perds 10 kilos, t'es fatigué. T'as un dernier produit avant de parler des matières originales pour terminer. J'ai ceci. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Un bâton de miswak. Miswak ou siwak. On est encore on est encore dans la bouche. Alors c'est un petit bâton, on est dans la bouche toujours pour compléter un petit peu ce gratte-langue. Ça c'est plutôt région Maghreb, Afrique du Nord, jusque Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Mali. C'est très utilisé. En fait, c'est l'ancêtre, et qui est encore utilisé par beaucoup de gens, de la brosse à dents. Il y a plus de 2500 ans, on utilisait déjà, moins 500 avant Jésus-Christ, on utilisait déjà ce genre de bâton. En fait, là on s'en rend pas compte, mais c'est un petit bâton assez long qui fait une quinzaine de centimètres, et on le ronge, on le mâchouille très naturellement, et très rapidement, en fait, le bout du bois à l'extrémité va devenir comme des petits filaments qui va passer vraiment bien entre les dents. Et c'est plein de bonnes propriétés. Ça va nettoyer les gencives, ça va même un peu désinfecter. Ça a une propriété vraiment très bonne. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2006, a même dit que 2 minutes de mâchouillage de ce bâton, de siwak, correspondait à un bon lavage de dents. Ah, waouh! Ok. Et donc, c'est un vrai morceau de bois. C'est un peu comme le bâton de réglisse, tu sais, sur les marchés à l'époque, il y avait des petits filaments quand tu croquais. C'est à peu près la même chose. Maintenant, on peut le voir un peu. C'est assez jaune, c'est jaunâtre avec un cœur blanc. Ouais, on peut l'ouvrir. On le voit mieux. Il faudrait que je le mâche un petit moment pour arriver à avoir les filaments, donc je vais pas forcément le faire là, ça va être un peu long. Mais voilà, c'est très ancien et c'est très efficace, c'est très utilisé encore aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu dans des films des gens mâchouiller ce genre de choses. C'est surtout le geste, il est quand même parce que le fil dentaire. Enfin, le geste est compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est... Le fil dentaire. Ah ouais. Là, mâchouiller, ça me tente beaucoup plus. Moi, le fil dentaire, je m'en achète à chaque fois et je le fais jamais. Faut acheter le petit bâtonnet avec qui le maintiennent là. Ah oui. Le rouleau, c'est plus compliqué, quoi. Et là, il faut que tu sentes, Guillaume, parce qu'en fait, cet arbre ça vient du Salvadora persica, qui est un vrai arbre. Et dis-moi ce que tu sens. Merci. Bah, je sens. Est-ce que tu sens pas qu'il y a une sorte de rapprochement à faire avec le dentifrice? Ça contient du fluor aussi. Il y a plein de choses qui émanent de ce petit bout de bois qui sont très bonnes pour la santé. Ah bah c'est frais. Ouais, on sent que c'est une racine fraîche. En fait, c'est une racine un peu. Ouais. C'est complètement une racine. Enfin, c'est une petite arbre qui est pas très haut, qui fait 2 mètres de haut. Et en fait, on coupe les branches et après, on le revend après. Merci beaucoup pour ces produits d'hygiène. Très différents. Ouais, c'est bien ça. Et donc ça rend les dents en plus très blanches, je crois. Très blanches, absolument. J'en ai beaucoup entendu parler de ça. Ce qui contient, le fluor permet donc de rendre aussi les dents assez blanches. Alors, tu as ramené aussi une matière. Tu disais, on s'amusait comme tu avais sorti avec Merci Andy, avec ta société, tu avais sorti un gel douche à base de slime avec des paillettes. On s'était dit que tu voulais trouver, une matière originale. 3 différentes. La première, c'est une matière qui, pour ceux qui ont vu le film Venom, cette matière noire un peu visqueuse va rappeler un peu ce film-là. Ça vient des années 60, en fait. Il y a un ingénieur de la NASA, Steve Papel, qui a voulu créer une sorte de liquide qui soit électromagnétique, qui permettrait en fait de guider le fuel et l'essence dans différents endroits des navettes, des fusées. Donc il a développé un produit qui n'a jamais servi à ça, mais qui a été récupéré 20 ans plus tard, en fait, qui a été mis dans des liquides pour pouvoir le suivre, mais qui est électromagnétique. C'est-à-dire qu'on peut le guider avec de l'aimant et qui prend des formes très particulières. Et ce produit-là a été utilisé par des artistes dans la foulée, parce qu'il n'avait pas d'utilité particulière pour la mécanique. Mais qui était joli. Joli, donc ça fait que des artistes maintenant les mettent dans des enceintes, donc ça réagit avec la musique et ça bouge, mais aussi c'est simplement mettre des aimants de différentes manières pour créer des formes assez géométriques. Donc j'en ai un là si vous voulez voir. J'aime bien moi ce genre d'expérience. Ah ben moi j'aime beaucoup. Pour décrire un petit peu, c'est un petit flacon comme un petit flacon de parfum, transparent, avec un tout petit peu de matière noire à l'intérieur, et on a un aimant à côté.
Ouais. c'est épais. Et l'idée, donc, c'est de guider le produit C'est fou. avec la matière. Et quand tu le colles dessus, ça fait des formes très particulières. Et je veux lancer un produit avec ça. Voilà. Ouais. Un non-sujet. Non, mais c'est Voilà. fou. Franchement, je suis choqué. Ça, c'est fou, hein. Ouais, tu mets un aimant, en fait. Voilà. Ça, si tu veux Ça regarder. réagit. Il faut qu'il y ait un sens, mais c'est Tu le fais, voilà. Alors, je suis pas sûr, pour avoir déjà eu la chance de voir ce produit, c'est assez dangereux, je crois. Si Oui, ça, non, si ça j'imagine, gicle dans l'œil, j'imagine. par C'est exemple, pour ça que je c'est crois qu'il y a- contenu. C'est pour ça que c'est contenu dans des zones fermées, parce que c'est pas très bon non plus, c'est plein de magnétisme. Non, mais imagine un vernis. Alors, peut-être que tu peux le faire avec d'autres technologies, mais c'est fou. Je trouve ça incroyable. Mais moi, je peux rester des heures à jouer avec ça. En fait, ton cerveau se déconnecte, non? Mais même pour les. Enfin, je trouve ça. Ça fait un peu, tu sais, Terminator ou tous ces trucs où il y a un mec, c'est une flaque et d'un coup ça devient un humain. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, complètement. En fait, c'est bien. T'as souvent ça dans les lampes où ça chauffe. Les lampes chauffantes, bulles. là, Ouais, oui, mais oui. c'est nul. Comparé à ça, Là, ça c'est- c'est beaucoup plus incroyable. Alors, En gros plan, tu vois vraiment que ça fait des pics. Et en fait, là, c'est un ferrofluide noir, mais il existe d'autres couleurs différentes. Et les artistes jouent avec. Il y en a du violet, il y en a voilà. On a une enceinte là, mais en fait, la réaction dans l'enceinte est un peu plus décevante que là. Et il y en a des plus gros, c'est fou, quoi. plus gros ou petits contenants, ça dépend. Voilà. Là, c'est un petit contenant, mais Franchement, imagine-le j'aime avec beaucoup. un contenant d'1 litre. Je suis méga surpris. Ouais, ouais. C'est très surprenant. Voilà. C'est vraiment, ok. Matière, on s'appelle du ferrofluide. Ferrofluide noir. Ferrofluide. Voilà. Merci pour cette première Bah, avec matière. plaisir. Ça Un fait- deuxième. Alors, là, on est Ah. sur quelque chose qui nécessite un peu de chaleur. On est sur du tissu. Alors, pour dire pas me tromper, thermosensible ou thermochromique. Donc, dans le nom, en fait, c'est très simple. Ça change de couleur avec la chaleur. Si vous nous écoutez en podcast audio, on a mis juste tout simplement un mug noir légende qu'on a sur le plateau habituellement. Et c'était très utilisé dans les années 90, puisque les jouets qu'on avait parfois, qu'on changeait de couleur, qu'on Ouais, mettait oui. dans l'eau chaude, dans le bain, qui changeait de couleur, qui existent encore aujourd'hui, ben c'est un peu la même idée, qui a été réutilisée après par des créateurs de mode, parce que ça peut être utile d'avoir du tissu qui chauffe si on a des plaques sous le t-shirt. On en a un bleu et on en a un orange. Donc pour montrer un petit peu, c'est assez rapide normalement. En fait, quand tu le places, Oh, waouh! voilà, Ah, c'est joli, ça. c'est bien. Voilà, c'est fou, hein. Ah, c'est très joli. C'est très joli. C'est violet, ça devient. Ça devient un ça- bleu un peu péchu. Et il redevient violet Et après. après, quand on l'enlève, en fait, au bout d'un petit moment, là, voilà, on peut voir qu'il est tout bleu. Mais en réalité, c'est comme, tu sais, il y a des tasses qui changent de couleur avec la chaleur, c'est ça? C'est un peu le même phénomène, qu'il faut apparaître des inscriptions ou autre. Exactement. Et là, en fait, ça fait changer les couleurs de tissu. Oui, mais j'ai une tasse qui est toute noire, et quand tu mets de l'eau chaude dedans, bah, il y a un dessin qui apparaît. Marseille Saint-Pierre, et il vient d'où ce tissu? Et- ça, c'est- il est beau, hein? Alors là, c'est Emmanuel Durand, pour en parler, qui nous a prêté un peu tous ces accessoires, qui a fait Equascience, qui a une page et un site qui s'appelle Equascience, qui nous a prêté un peu tous ces accessoires-là pour l'émission. Eh ben, merci à lui. C'est sympa. Je vous mettrai le lien, du coup, de ce garçon Pareil pour dans la l'orange. description si vous voulez le suivre. Et l'orange va devenir un peu jaune, du coup. Ah ouais. Voilà. Voilà. C'est marrant, c'est fascinant, hein, je trouve. Ah, moi, c'est un peu de la magie pour moi, tu vois, je suis comme un enfant. Le tissu qui change de couleur, Test encore de une fois. Rorschach. Ouais. Voilà. Qui change de couleur dès que tu le mets sur une tasse. Tu vois, regarde, le violet est déjà redevenu quasiment violet. Ah, c'est fou, il est orange, et là, d'un coup, boum, Jaune complet. il devient complètement jaune. C'est pas mal pour des maillots de bain, des Un trucs. défilé, tu passes, t'es d'une couleur, tu repasses, t'es d'une autre couleur. C'est intéressant. Merci beaucoup pour cette Avec deuxième plaisir. matière. Pas mal les matières. Une petite dernière pour terminer l'émission, tiens. Alors la dernière est un peu plus surprenante. C'est très utilisé, donc là on est sur de la fausse neige et sur des technologies qui, alors là on parle de polymères super absorbants. Il n'y a pas de mystère, c'est un peu ce qui est utilisé dans les couches aujourd'hui d'enfants depuis les années 90. Cette matière un petit peu, on sent un peu des bulles, un peu des billes sous les couches. En fait ça aspire, ça absorbe l'eau, ce qui fait que en fait ça ne déborde pas. Et c'est pareil même dans l'utilisation pour les sols d'agriculteurs. On met ces petites billes au niveau du sol, ce qui permet de retenir l'eau. Voilà, l'eau s'imbibe dans les cristaux et le sol ne se vide pas de leur eau en fait. Donc ça a plein d'utilisations différentes. C'était dérivé dans les années 90, encore une fois, parce que l'arrivée des films de Noël, il fallait de la neige, de la fausse neige, des bombes. D'ailleurs, on verra l'odeur, ça va rappeler des souvenirs à certains, je pense, qui faisaient leur crèche. Et on a utilisé ça dans le cinéma, beaucoup dans les effets spéciaux, et on en a ramené ici. On va faire un test. Alors, on est sur de la poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. J'en ai pas mis suffisamment pour que ça puisse prendre des mauvaises proportions. Là. Donc, je veux bien avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. On a ramené. Alors attends, parce que là, il faut qu'on filme de l'intérieur. Là, je pense qu'il faut qu'on filme. Là, on a mis un fond, hein, on n'a pas mis tant que ça, mais suffisamment pour que normalement, quand on mette un peu d'eau, ça monte. Et en fait, cette eau va déborder et sortir de la tasse. J'en ai pas mis beaucoup. Non, petit à petit. Ouais, c'était histoire de nous montrer. Ok. Ah oui, et ça va gonfler petit à petit. Exactement. Et après, il faut voir la texture. La texture, vous vous rappelez. Ça a commencé à ressembler à une expérience qui marchait pas au début. J'ai un peu peur. Mais non, t'inquiète pas, on l'a testé avant. On l'a testé approuvé par les bureaux.
Et petit à petit, ça va gonfler, en gros, c'est ça? Ça gonfle tranquillement. Il y aura pas beaucoup. Déjà, il n'y a pas beaucoup de produits et pas beaucoup d'eau, ce qui fait que ça va vraiment se limiter à la table avec quelques petites chutes, mais globalement. Ça sert à quoi? Tu dis, ça se met dans le sol, c'est pas mauvais pour le sol? Alors, ça, quand c'est utilisé, il vaut mieux le mettre dans une poubelle. C'est pour ça que c'est utilisé surtout dans des crèches, dans des choses qui vont pas s'abîmer ou dans des décorations de Noël sur les On a vitres. utilisé pour des shootings de Noël. Tu vois. Ah oui, On a tu mets et utilisé ça cette gonfle. technique. Ouais, vois, ouais, regarde. quand tu fais des pack shots et tout, Et la ça gonfle. texture, Tu lâches. c'est vraiment quelque chose de très très neige, quoi. De la bonne poudreuse en snow pour. Mais donc, j'ai pas compris à quoi ça sert, à part c'est de la décoration, quoi. Aujourd'hui, ça n'a un aspect que décoratif, pour la fausse neige en tout cas. Et c'est quasiment la même matière que pour les couches. Donc en fait, il y a une utilité qui sert pour les gens dans le quotidien, tous les jours. Et là, c'est pour le divertissement uniquement, c'est pour créer de la fausse neige. D'accord. Et l'odeur, si tu le sens, peut-être ça te rappellera les fausses neiges en spray qu'on utilisait quand on était gamin. Voilà. Sur la fenêtre, notamment, la neige sur la fenêtre. Merci Voilà. beaucoup. Bah, là, c'est des petites matières originales. Bien joué, merci d'avoir trouvé Avec plaisir. Merci. ces trois matières qui vont être on a découvert trois matières pour faire un peu comme le slime que tu avais utilisé. Et c'est un truc que tu peux réadapter, réutiliser. Non, Par mais exemple, un en tout ferrofluide, cas, tu vas réfléchir. la technologie, elle est folle. Faut trouver un sens. C'est ça le bon design d'un produit, c'est quand tu crées quelque chose qui va servir. Donc, je sais pas, sur du vernis, mélanger des couleurs, tu pourrais te dire, bah tiens, je crée une formule qui se mélange avec un aimant. Donc, ça donne des idées. Évidemment, je vais pas copier-coller ça, mais c'est très inspirant. Donc, merci. Merci Seb. Avec plaisir. Peut-être que tu verras un vernis à ongles Qui se mélange avec un de l'aimant. ferrofluide juste après. Merci. Attends, on continue. Allez, voilà, on s'est remis à deux fauteuils. Juste, on a parlé là, on a regardé des produits, tes nouveaux produits dans les gammes, notamment de gel douche là avec le slime, etc. Est-ce que tu as déjà fait des collabs? Je posais la question quand on installait les fauteuils. Est-ce que tu as déjà fait des collabs avec, je sais pas, des séries télé, des trucs comme ça? Ouais, alors on en a fait plusieurs. La plus grosse qu'on ait faite, c'est Netflix. Quand même, on a été une des premières marques de beauté dans le monde à bosser avec Netflix, les Américains, et sur Stranger Things. T'avais vu Stranger Things ou pas? Non, j'ai pas. Mais pour une marque de gel hydroalcoolique, Ouais. ça doit les étonner quand Ça tu doit les les contactes. étonner, on les contacte, et ça, moi, Covid, le soir quand même, je faisais des petites pauses. Je regarde Stranger Things, qui était le show le plus regardé sur Netflix. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes dans les années 80 qui découvrent un monde parallèle, justement, et qui tombent dans un monde où il y a des monstres. Voilà. Et en fait, je vois un lien hyper fort entre Merci Andy et cette série. Déjà, c'est les jeunes. Il y a ce côté un peu de multidimension et parallèle. Et en fait, je me dis, et surtout, ils faisaient des dizaines et des centaines de millions de vues dans le monde. Et je me dis, j'ai envie de faire une collab avec eux. On se lançait aux États-Unis à ce moment-là, et c'était une manière de me faire connecter aux États-Unis sans dépenser trop d'argent. Quand je décide de faire cette collab, je contacte sur LinkedIn, je vais voir les bonnes personnes qui travaillent chez Netflix, je leur dis je suis un jeune entrepreneur français, j'ai cette marque, on se lance aux États-Unis, on veut faire une collab avec vous. Au début, ils me rient au nez, et en fait, on crée des designs, on crée des 3D, on fait plein de choses, et 1 an et demi après, on lançait la collab. Énorme. Et tu le vois sur les ventes? Ah, ça a été incroyable. On a fait quasiment 2 millions d'euros de ventes avec cette licence. On a ouvert des magasins avec eux à New York, à Los Angeles. On en a ouvert un sur les Champs-Élysées où il y avait toute notre collection qui était vendue. Donc non, c'était fou. Tu leur donnes un pourcentage du chiffre d'affaires quand tu fais une collab comme ça? Exactement. Comment ça se passe? En fait, ils te contactent, ils sont très demandés. C'est des royalties, donc c'est ce qu'on appelle une licence. Mais ils sont hyper exigeants, surtout que c'était un des shows les plus regardés sur Netflix. Et nous, on était petits. D'habitude, ils font face à des énormes, à Procter, à L'Oréal. Et là, c'était une petite marque. Ils nous ont fait confiance. Et honnêtement, ils ont été hyper contents. On a vraiment très, très bien exécuté la collab. Tu l'as fait avec Tinder? Ouais. Pourquoi t'as fait avec Tinder? Parce que on est quand même très lié à l'adolescence. On a beaucoup d'ados, les premières rencontres, le dating. Tinder, c'est une app qui s'est vraiment réinventée, qui protège et qui encadre vachement bien le dating et les relations. Et on les a contactés et on a fait un kit pour ton premier date avec un gel pour les mains, un spray à laine, on parlait d'haleine tout à l'heure, et un miroir justement pour checker si t'as pas une salade coincée entre les dents, et ça a hyper bien fonctionné. Et ça sert à vendre. Juste, aujourd'hui, tu arrives à vendre combien de produits par an par rapport au début qu'on imagine, tu vois, la progression? Non, on vend des millions de produits par an. En tout, on est à peu près à 60. Là, cette année, on vise 10 millions d'euros de produits vendus dans l'année. Donc, c'est beaucoup, c'est des enjeux, c'est du stock. C'est difficile quand tu lances un nouveau produit de te dire est-ce que ça va être un best-seller, pas un best-seller. Souvent, on se trompe. Ça, c'est nos plus gros échecs. Ça veut dire on va miser sur des produits, on va en faire beaucoup, et puis finalement, ça va pas se vendre. Il marche pas. Et je vais te prendre l'exemple des patchs boutons. Mon équipe y croyait moyennement, et on est en permanence en rupture.
parce que on les remet en stock et ça ressort. Donc, en fait, il faut tester. Dans la vie, il faut tester. C'est bien de faire des prévisions et d'anticiper, mais il y a un moment, il faut tester. Et moi, ma vie, c'est une série de tests, en fait. Est-ce que tu as eu des échecs? Tiens, est-ce que tu peux nous... C'est intéressant. Dans chaque carrière d'entrepreneur, il y a des succès, il y a des échecs. Alors, parfois, il y en a qui ont plus d'échecs que de succès ou l'inverse. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un échec que tu as eu et qui t'a servi peut-être? Bah, écoute, les échecs, ils sont tout le temps avec moi. Ils font partie du quotidien. Voyage. Ouais, ils font partie du voyage. Il faut juste pas qu'ils pilotent, sinon ça devient compliqué. Mais j'en ai plusieurs. Il y en a un qui est un peu plus d'ordre, on va dire, marketing. On a fait un vrai mauvais choix qui a été de dire, OK, notre marque, elle a grandi, on a vieilli, on va cibler des gens qui sont plus âgés. Et en fait, c'était de dire, on est une marque générationnelle, donc on va grandir avec cette génération. Et en fait, on n'est pas une marque générationnelle. On est une marque, on veut recruter à chaque fois la nouvelle génération. Et pour ça, il faut s'adapter, il faut écouter la musique qu'ils écoutent, il faut faire faut faire du contenu et des produits qui leur parlent, tu vois, et culturellement, il faut faire sens. Et en fait, la nouvelle génération d'il y a 10 ans, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Ils ont rien à voir. Donc, il faut travailler, recruter des gens de cette nouvelle génération. Et nous, on s'était un petit peu trompé au démarrage où on voulait grandir avec notre cible. Et la deuxième, ça a été, surtout pour un vegan, vendre la porte de l'ours avant de l'avoir tué, dans un process de financement, une nouvelle levée de fonds que je voulais faire en 2021, après pour grossir et surtout aller aux États-Unis. On s'était lancé aux États-Unis pendant le Covid, on avait une énorme croissance, donc il me fallait du cash. Et j'étais sûr de réussir ma levée de fonds. On parlait de quasiment 30 à 40 millions d'euros d'investissement, donc c'était très très gros. Et après 7 mois de process, de discussion, voilà, c'est tombé à l'eau le 9 août 2021, donc jour très compliqué pour moi, mais en même temps ma fille était née quelques semaines avant, donc j'avais un côté, ma vie personnelle, qui était extraordinaire, et j'avais l'impression que mon monde et mon empire, merci Andy, allait s'écrouler. Donc je reprenais ma fille fort dans mes bras, et c'est là où tu te rends compte la valeur des choses et des gens qui t'entourent. Mais de ce qui est important, exactement. En fait, et ma leçon de ça, c'est vraiment ça. C'est que tant que c'est pas signé, c'est pas au bout, il peut se passer quelque chose de tout petit qui peut tout faire s'effondrer. Finalement, tu l'as eu ta levée de fonds? Non. J'ai fait différemment. J'ai revu la strat. J'ai trouvé de l'argent autrement, mais dans des manières beaucoup plus petites. Non, en fait, j'avais plus l'énergie. C'était le mois d'août. La rentrée arrive, les périodes de Noël. Donc, j'ai plus l'énergie de retourner dans une nouvelle levée de fonds. Et en fait, ce que ça a fait, on a grandi un petit peu moins vite que prévu, mais de manière beaucoup plus rentable. Et c'est plus sain. Alors, sur Blast, pour terminer l'émission, t'es venu parce que tu participes aussi à Blast avec Anthony Bourbon. Il t'a proposé d'en être et de faire partie du projet. Blast, si vous découvrez l'émission aujourd'hui, si vous ne connaissez pas du tout Blast, on l'a expliqué tout à l'heure, mais ça vous permet d'investir. Si vous avez envie d'investir 1 000 euros, c'est à partir de 1 000, je ne dis pas de bêtises. À partir de 1 000 euros, vous pouvez investir plus, évidemment, si vous avez envie d'investir plus, mais en tout cas, ça permet de mettre des tickets sur plusieurs boîtes qui vont se lancer, dont vous connaissez comme ça les grandes lignes, où ils expliquent. Vous pouvez même parler avec les entrepreneurs, etc., sur le site. Ça permet de pouvoir accompagner des programmes. Toi, tu disais qu'il y a eu La Belle Vie, qui était un site de distribution de nourriture. Il y en a eu d'autres aussi qui ont bien marché. Ouais, et récemment, il y a un super projet qui est arrivé sur la plateforme que j'ai ramené, qui s'appelle The Sanctuary Group. C'est un groupe de sport à Paris qui a 6 marques, 6 concepts différents. Ils ont des studios, c'est des studios immersifs de sport, mais avec une expérience très très premium. C'est que des cours, ok. C'est pas une salle de sport classique. C'est très immersif. On est dans le noir, il y a de la musique, des lumières. Les coachs sont hyper bons. Et en fait, c'est évidemment un shoot de sport, mais un shoot d'énergie qui est très très fort. Ils font du yoga, ils font de la boxe, ils font du vélo, voilà, plusieurs concepts. En fait, les membres sont allés tester. On a organisé des sessions pour que les gens puissent découvrir, et le projet a été super bien financé. Et maintenant, non seulement ils sont investisseurs de Sanctuary Group, mais c'est surtout des vrais ambassadeurs. Donc, ils en parlent à tous leurs amis, et on espère que le projet va exploser. Combien on peut faire au maximum de ce que tu as pu voir sur Blast en investissement? Tu peux faire fois combien? Ah bah il n'y a pas de limite. Surtout là, on a accès depuis peu. Maintenant, Blast a accès à des deals hors France, aussi aux États-Unis. Donc on va pouvoir aller chercher des gros, ce qu'on appelle dans l'industrie de l'investissement, des multiples. J'ai investi 1 euro, je gagne 20 euros, j'ai fait x20. Bah, vous faites ça avec 1 000 euros, on gagne 20 000 euros. Je fais ça avec 10 000 euros, x10, 100 000 euros. Enfin, les montants peuvent être énormes. Tu peux faire du x20 vraiment sur le site? Ouais, bien sûr, il y a des boîtes qui font plus. C'est possible. Alors nous, encore une fois,
l'investissement, c'est risqué, il y a toujours un risque, mais il y a des multiples qui peuvent être très forts. Et justement, l'objectif de Blast, c'est de prendre les boîtes au bon moment. Il ne faut pas les prendre trop tôt quand on n'est pas sûr de leur traction commerciale, est-ce que leur produit va marcher. Il ne faut pas les prendre trop tard où la boîte est trop chère. Donc, il faut vraiment arriver au moment où la boîte, elle est au meilleur prix. Dans la bonne fenêtre de tir. Dans la bonne fenêtre de tir, exactement. Toi, tu as mis des sous sur Blast, justement, sur des boîtes, ouais. Bien sûr, dans tous les deals que j'ai apportés, j'ai mis, et sur des deals que j'ai pas apportés, j'ai mis aussi, parce que je crois notamment sur une super boîte qui s'appelle Yumgo, qui est une alternative aux œufs. C'est un maître pâtissier, Christophe Landman, qui avait des boulangeries, et en fait, dans son métier, il s'est rendu compte qu'on manquait d'œufs, et que l'œuf, le prix de l'œuf allait exploser, parce que on consomme plus de 1000 milliards d'œufs par an, et il a fait une alternative végétale à l'œuf. Alors, c'est pas moi qui ai amené le dossier, j'aurais adoré, mais c'est pas moi qui l'ai porté. C'est quoi dedans ? Il y a de la protéine de pois, de farine, de pommes de terre, il y a différentes fécules, il y a plein de choses, et en fait, il l'utilise déjà dans ses pâtisseries, et maintenant, il en a fait une marque qui vend en grande distribution aux professionnels, et pour le coup, ça règle un problème économique, environnemental à terme. Donc, et ça a été un des premiers projets de Blast, et le produit est canon. Et tu as investi dedans ? Et j'ai investi dedans. Et les œufs sont bons ? Alors, c'est pas un œuf, mais c'est soit liquide, soit en poudre, et tu viens le mettre surtout quand tu fais des pâtes, des omelettes. Pour cuisiner. Voilà, mais tu manges pas l'œuf comme ça. En fait, à aucun moment, il est sous forme d'œuf. C'est soit de la poudre, soit du liquide. D'accord. T'as l'œuf entier, l'œuf jaune ou l'œuf blanc. Merci pour toutes ces explications. Non, c'est un plaisir de te rencontrer. Ouais, merci. C'est cool trop sympa de t'avoir. Et première interview, tu fais si longue ? Ouais, j'ai aimé le cadre, les découvertes extraordinaires, j'adore. Écoute, merci d'être venu. Je vous mets le lien dessous, si vous voulez, dans la description sur YouTube, si vous voulez aller cliquer, puis vous inscrire sur Blast pour essayer d'investir. Si ça vous chauffe, on incite personne. C'est vraiment, on essaye tous les vendredis de faire les gens de business, de montrer des gens qui sont inspirants, qu'on crée des choses. Ça peut donner des idées aussi, parce que il y a des moments dans la vie où parfois on voit quelqu'un qui fait quelque chose et nous donne envie de le faire. On peut voir un film. Qui sont parfois inspirés, qui vont choisir leur métier suite à un film. Parfois, c'est par rapport à une émission. Tu vois quelqu'un dans une émission qui va te donner envie de faire quelque chose, et peut-être que tu vas donner envie à certains de lancer, de devenir entrepreneur aussi, quoi. En tout cas, je mets dans la description sur YouTube le lien pour Blast. Pareil, dans la description Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de faire de Légende le premier podcast de France aussi. 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci à l'équipe d'avoir préparé cette émission, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!